Bonjour, alors merci. Oui, alors là, je suis très heureuse d'être là pour parler de ces thèmes que, en effet, par exemple, Home en fait, dénonçait l'effondrement dans 10 ans. Donc c'était en 2009. Qu'on n'avait pas plus de 10 ans pour inverser les tendances. Et ça a été rappelé par les climatologues, les scientifiques, etc. 2020 est le grand tournant. Enfin, moi, j'aimerais... Ce que j'aimerais là, dans ces 12 minutes, c'est vous proposer vraiment complètement encore une autre vision, qui est un autre paradigme, qui est celui d'une économie régénératrice de ses ressources et la possibilité de la fin de l'économie extractrice dans laquelle on est, ce qui est un shift total au niveau de la pensée, qui était très très difficile à penser pour nous qui sommes dans une économie extractrice aujourd'hui, et cette économie extractrice a 5000 ans d'histoire. Elle nous vient de Sumer. Donc vous voyez, ça va loin. Et qui est un courant aussi qui existe aux États-Unis, qui est en fait beaucoup plus connu dans le milieu anglo-saxon que dans le milieu francophone, et dans lequel la théorie de l'économie symbiotique s'inscrit, tout en ajoutant l'industrie, en fait, par rapport à l'économie régénérative aux États-Unis. Et donc voilà, donc ça va être un paradigme différent. Puis j'aimerais quand même aussi commencer sur l'effondrement, ma définition de l'effondrement, de quoi je pars. Et je pense que je vais parler aussi d'un acteur dont on a peu parlé là depuis le début, c'est le vivant. Qui est quand même un des grands acteurs clés de cette planète Terre. Et que si on est si mal, c'est parce que c'est justement lui qui disparaît. Alors, l'effondrement, pour moi, en fait, je trouve quelque part, je ne vois pas comment on peut avoir de résilience à partir de 2030 si on ne réagit pas maintenant. Parce que les courbes du GIEC, les modèles climatiques, etc., nous montrent bien que s'il est encore possible d'éviter l'effondrement, non pas seulement des systèmes économiques, sociétaux, de la civilisation thermo-industrielle, etc., tout ce dont on vient parler, mais des services que nous rend les écosystèmes vivants sur cette planète et qui permettent notre survie, qui permettent le maintien des équilibres écologiques globaux terrestres dans lesquels nous sommes apparus, dans lesquels la majeure partie des espèces vivantes autour de nous sont apparues. Et c'est ça qui s'effondre. C'est ça qui s'effondre. Il faut se souvenir que l'atmosphère primitive de la Terre avait 95% de carbone. Et que c'est le vivant qui nous a ramené même à plus de 400 ppm, ce qui est un problème, mais qui reste infime par rapport à 95%. C'est pour ça que quand vous brûlez du charbon, du fossile, du pétrole, forcément vous extirpez ce carbone qu'avait accumulé le vivant, mais pas seulement. En fait, c'est le calcaire. C'est nos roches calcaires qui en ont accumulé le plus. Et c'est pour ça que la construction aujourd'hui est un des principaux émetteurs de gaz à effet de serre. Vous avez des centaines de mètres de carbone sédimentés par les êtres vivants sous nos pieds, notamment en Île-de-France, et parfois ça atteint 2 km. Donc voilà, c'est le vivant qui fait la base de nos équilibres planétaires, qui fait la base du cycle de l'eau, qui fait la base du cycle du carbone, du cycle du phosphore, du cycle de l'ozone, tous en rupture. On impacte tous ces grands écosystèmes, ces grands cycles planétaires avec le carbone. Surtout, on les impacte aussi parce qu'on tue et on fait disparaître les socles qui fabriquent ces cycles. Donc il est extrêmement important de réincorporer le vivant, non pas seulement pour des questions de biodiversité, etc., mais aussi dans la question carbone. Et on va le voir aussi dans la question énergétique. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. C'est comment éviter, si c'est encore possible, cet effondrement de nos équilibres écologiques globaux terrestres. Voilà. Et si on n'évite pas ça, on n'aura aucune résilience possible de nos sociétés. Parce que là, on va passer dans des systèmes physiques, écologiques, thermiques, complètement différents et qui vont s'emballer. Il y a un constat aussi qui est assez convergent, c'est que c'est donc à partir de 2020 qu'on doit vraiment engager structurellement des nouvelles façons, pour diminuer structurellement les émissions, des nouvelles façons de produire et de consommer. Ce 2020 est rappelé à peu près partout
avec une convergence des crises qui arrive en effet entre 2020 et 2030 et de plus en plus vers 2025. Il y a de plus en plus de convergence vers 2025. Je reviens du Japon où je présentais l'économie symbiotique et j'avais un universitaire de Tokyo qui venait de terminer une étude avec Hitachi qui, sur 20 000 scénarios de projection avec nos tendances écologiques, économiques et sociales, il en trouve 20 résilients, 1 pour 1000. Et c'est installer des systèmes résilients un peu partout qui puissent prendre la relève, il nous donne 5 à 8 ans aujourd'hui. Donc voilà, on est vraiment dans cette urgence. Et c'est pour ça que vous êtes si important. Parce que ça, si aussi on converge dans beaucoup d'acteurs, c'est que la résilience, elle vient des territoires. C'est que cette mutation, elle va venir des territoires. Et que cet acteur que vous êtes cruciaux dans les années qui viennent. Les élections, pour moi, qui vont arriver dans les 4-5 ans qui arrivent, dont les premières, là, les municipales en 2020, vont être ce sont des élections historiques. Elles vont se révéler historiques pour l'humanité. Il faut qu'on prenne vraiment ce pas, sincèrement. Je suis convaincue de ça. Vous en avez parlé, la résilience, elle sera territoriale, tous les deux. C'est les infrastructures qu'on doit changer localement. C'est les modes de déplacement, les modes de production, etc. qu'on doit changer. Donc, elles sont vraiment cruciales pour cette transition. Il faut être lucide, ce que je viens de dire sur ces dangers qui nous menacent. Et il faut être lucide, par contre, sur ce qui est arrivé depuis 50 ans, 50 à 60 ans. Depuis 60 ans, à peu près, dans les pays chauds comme froids, pauvres comme riches, dans les régions urbaines comme rurales, eh bien, on a des nouvelles logiques économiques et productives qui sont apparues. On en a et elles se distinguent toutes par un saut d'efficience radical. Par exemple, vous avez entendu parler de la permaculture. La permaculture est systématiquement plus productive que le maraîchage conventionnel et elle restaure la fertilité des sols, elle augmente la matière organique dans les sols, elle restaure des cycles de l'eau, elle restaure de la biodiversité, elle restaure des paysages systématiquement, tout en étant plus productive et en produisant de l'emploi. L'ingénierie écologique, qu'on ne connaît pas assez en France, si vous remplacez des systèmes, la rénovation des systèmes d'égouts par, au contraire, l'implantation de jardins de pluie, vous faites 66% d'économies et vous climatisez la ville. Vous remettez des écosystèmes dans la ville qui permettent de la climatiser, qui permettent de sécuriser, par exemple, les personnes par rapport à la route et au contact direct avec la voiture. Et figurez-vous que ce sentiment de sécurité, cette présence d'écosystèmes dans la rue, ça change complètement les comportements de mobilité, les comportements d'achat, les comportements sociaux. Les gens qui se sentent en sécurité comme ça vont tendance à laisser, par exemple, plus leurs enfants aller à pied à l'école. Ils vont sous-estimer les distances. Et donc, ils vont plus facilement, là aussi, aller à pied ou à vélo. Les toits végétalisés, ça infiltre 50% des eaux de pluie. Par contre, là, ça coûte plus cher au départ. Mais ça augmente la durée d'amortissement des toitures, puis ça augmente l'isolation thermique, puis phonique. Notamment aussi, par exemple, pour les problèmes d'aéroport, c'est un des meilleurs trucs. Mais en même temps, on a une création de biodiversité. Dans la ville où il y a le plus de toits végétalisés à Bâle, on a des oiseaux de plaine qui étaient en voie de disparition, qui nichent maintenant sur les toits. Donc il se passe des trucs bizarres, vous voyez, un peu comme les abeilles aujourd'hui, meurent moins en ville qu'à la campagne. Voilà. La ville redevient un îlot de biodiversité. Lorsque vous utilisez ça pour ces systèmes-là, pour l'épuration des eaux usées, vous arrivez à des quartiers zéro rejet, qui épurent leurs eaux noires comme leurs eaux grises. Et ça se fait avec des joncs, avec des iris, avec des nénuphars, avec des fontaines et des cascades, pour la dernière étape qui est d'oxygéner l'eau. Et figurez-vous que ça a le même effet que ce que je vous disais, les gens ont envie de se rencontrer.
C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des stations d'épuration qui immobilisent le foncier et qui le dégradent hors des villes, à Cher par exemple dans la région parisienne, qui a envie d'aller habiter à Cher alors que c'est au bord de Seine? Pourquoi? Parce qu'il y a des centrales d'épuration qui prennent tout l'espace. Et bien là, ça devient des squares au milieu des habitats. Et on obtient une qualité eau de baignade. Voilà. Et ça, c'est pas du tout comme le lagunage qu'on faisait au 19e siècle, où il fallait 12 mètres carrés de surface pour un équivalent habitant. Non, on en est à 0,5 à 1,5 mètre carré grâce aux nouvelles techniques, sans modifier les plantes, juste en les rassemblant. Et même en zone de montagne, c'est-à-dire même avec des différences de climat. Donc vous recréez du lien social. Ça peut rentrer en résonance avec de la production agricole, parce que figurez-vous que la permaculture a besoin aussi de ce genre d'écosystème aquatique pour être de plus en plus productive. Et vous avez la capacité non seulement de retransformer complètement la ville, mais même de changer les comportements économiques des habitants. Ces industries vivantes, elles synthétisent elles-mêmes leur matière. Elles canalisent elles-mêmes leurs énergies. Et si ça s'est distribué partout, en plus elles en produisent, parce que les zones humides, c'est les zones les plus productives de la planète. Et qu'on peut faire des résines végétales. Aujourd'hui, les fibres longues, comme les bambous, etc., servent à faire des résines bioplastiques pour faire des voitures, par exemple. Pour faire des voitures. Alors, les voitures, comment on peut faire pour résoudre le problème des gilets jaunes, par exemple? La voiture, j'intervenais aussi auprès des gilets jaunes il y a peu de temps. Je vous donne juste l'exemple d'une voiture qui est produite par Swatch. Je ne vous donne pas des trucs hippies, machin, etc. Il y a des gros industriels qui s'intéressent à ça, des leaders de l'électroménager qui s'intéressent à ça. Aujourd'hui, cette voiture, la soft car, ils sont zéro pollution à la fabrication. Ils appliquent du biomimétisme, une forme de voiture qui permet de s'inspirer de la nature et de régler les contraintes mécaniques autrement. Résultat, ils réduisent les besoins en châssis métallique. Et puis ils pensent le châssis métallique comme un jeu de Lego. Vous savez, où tout s'assemble et se désassemble et on peut construire toutes les formes. Interopérable et modulaire, en fait. C'est ça, c'est ce qu'on appelle interopérable et modulaire. Résultat du tout, ils ont 1800 pièces à assembler au lieu de 40 000, 20 fois moins. Résultat, cette pensée interopérable, modulaire, etc., et conçue, fait qu'elle est moins chère à assembler en Suisse qu'en Europe centrale ou en Chine. Et qu'en plus, elle est assemblable dans des hangars de 3000 mètres carrés. C'est-à-dire quelque chose qu'on peut réinstaurer au cœur du périurbain ou même de la ville. Habitants, collectivités, c'est là où vous êtes très important, et fabricants peuvent co-investir ensemble sur la relocalisation de leurs emplois, la production de leurs biens d'équipement et la mutualisation. Parce que s'il y a une chose dont je suis absolument sûre, c'est qu'on n'a pas forcément à renoncer à ce confort. Et je pense que ça va être très difficile dans la transition où on est d'y renoncer. Et au contraire, on aboutit à une ère de même technodiversité quand on regarde, quand on combine le tout. Par contre, on doit renoncer à la possession de nos machines. On doit accepter d'y accéder. Et là, les collectivités ont un rôle, comme vous disiez, de tiers organisateur, d'aider, de faciliter, de pouvoir faire ce qu'aucune association ou entreprise, etc., ne peut faire, c'est-à-dire aider pour le juridique, aider pour comprendre les structures, aider pour animer, aider pour tout ça, pour pouvoir mettre en lien les écosystèmes d'acteurs qui existent déjà ou qui seraient potentiellement intéressés. Quand je travaille avec des collectivités ou même des grandes entreprises, le principal frein que nous avons, c'est les silos. Vous le savez tous. C'est les silos. C'est les services qui n'arrivent pas à travailler les uns avec les autres parce qu'ils ont des cultures différentes, etc., parce que ça rentre dans des normes, des machins bidules différents. C'est les élus et les directions techniques. C'est le problème aussi que les élus ont énormément de mal à entendre qu'il faut se former. On dit former la jeune génération. La jeune génération, elle a tout compris. On veut les former pourquoi? Pour quand ils auront le pouvoir? Parce qu'il faudra agir. Il faut agir quand? Maintenant. Donc il faut former aujourd'hui les gens qui ont le pouvoir. Pas seulement le pouvoir électoral, mais le pouvoir de décision, le pouvoir d'action. Et il faut les former en écosystème dépassant les silos. Il faut aujourd'hui enclencher sur vos territoires des systèmes de démonstration où on fait, où on montre, où on mesure,
où on démontre en créant ces écosystèmes d'acteurs pour enclencher les choses et que les autres puissent aller plus vite. Parce que même si on a 5-6 ans, on a 10 000 fois, 20 000 fois, 36 000 fois, 32 000 communes, 32 000 fois 6 ans. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup.